Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bon matin à tous, bon vendredi, bon appétit si vous êtes à table. Si ça sent bon jusqu'à chez vous, c'est un peu de notre faute. C'est la faute de Allô Mon Coco, place Rosemère, d'où on se trouve. D'ailleurs, on vous invite à venir nous retrouver en bonne compagnie, une fois de plus cette semaine, des gens inspirants. C'est pas pour rien que ça s'appelle l'histoire de succès. Je vous rappelle qu'avant de vous présenter mes invités ce matin, vous pouvez également nous suivre sur la route. Si vous êtes dans votre véhicule, parce que vous n'avez qu'à télécharger l'application de CNV Radio, c'est la meilleure radio qui existe sur cette planète. Marie-Soleil English est l'une de nos invités. Bonjour Marie-Soleil. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Merci. Merci d'être là. Puis on va aller voir Marie-Soleil dans un petit moment. Bonjour Alain également, Alain Jourdonnet du Centre Canin, du Centre Pro Canin, on va l'appeler comme ça, Centre professionnel Canin, ou Centre Pro Canin pour les intimes. Ça va bien? On n'a pas amené Boomer aujourd'hui? Non, on n'a pas amené Boomer aujourd'hui. Mais on va le voir dans le reportage Boomer, qui est un superbe berger allemand. Évidemment. Et il y a Daniel qui est là avec nous. Daniel Sorel, comment ça va? Ça va très bien, merci. Oui, merci d'accepter l'invitation, Daniel. Vous êtes dans un domaine bien particulier. Puis on a hâte d'aller présenter à nos amis téléspectateurs ce reportage qu'on a réalisé chez vous la semaine dernière également. Mais d'abord, à tout seigneur, tout à l'heure, on disait Marie-Soleil qui fait toujours bonne impression et vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Marie-Soleil. Bonjour. On va démystifier ce que c'est qu'un courtier en impression. Parce que la plupart des gens nous disent « Je ne savais pas que ça existait ». Parlez-moi de ça, des gens qui sont différents, on aime ça. et on va expliquer aussi comment tout ça a commencé. D'abord, la passion pour tout ce qui est articles, etc., qui nous entourent, qui font partie de notre quotidien. Oui, exactement. Ben, en fait, un courtier en impression, je peux expliquer ça en disant que c'est un peu comme un courtier en assurance. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe de magasiner pour nos clients le meilleur rapport qualité-prix qu'il y a sur le marché pour tout ce qui a trait à leur image corporative. Donc, on cherche vraiment à aller chercher selon leurs besoins, selon leur budget. Puis, on s'associe en fait à des fournisseurs qui ont une grande expertise dans chacun de leurs domaines. Donc, c'est un seul imprimeur pour rarement tout faire, tout offrir sous son même toit. Là. Oui, et c'est probablement ce qui t'a inspiré, l'idée de créer cette boîte-là, parce que tu as travaillé dans le domaine pendant quoi, 15 ans? En fait, j'ai commencé quand j'avais 16 ans. Voilà. Ouais, donc, puis tu es encore toute jeune, donc évidemment, on ne dira pas combien de temps, mais déjà, tu as une belle expertise. Oui. Et là, à un moment donné, tu te lèves un matin et il y avait une Marie-Soleil entrepreneur. Oui, et ça, on aime ça à l'émission des entrepreneurs. Raconte-nous comment s'est passé ce déclic-là dans ton esprit. Comment tu as décidé de faire le saut? En fait, c'est une histoire un peu particulière. Moi, en fait, j'ai eu un enfant très jeune, à 16 ans. Puis, c'est là que je me suis dit que je voulais trouver quelque chose à faire de ma vie. Et je ne savais pas si je retournais sur le marché des études ou où est-ce que je m'en allais exactement. Puis, il y a un poste qui s'est ouvert qui était une imprimerie au coin de ma rue où j'habitais. Bien. Puis le poste qui s'est ouvert en tant que tel, c'était comme réceptionniste. Ah bon? À l'imprimerie. Je remplaçais là pour 1 an parce que la dame qui était là partait en congé de maternité. Bon. Et finalement, j'ai jamais quitté le domaine parce que, tu sais, de fil en aiguille, c'est sûr que je chargeais les projets là, surtout qu'est-ce qui se faisait au niveau du numérique. Puis, après ça, j'ai commencé à aller sur la route pour développer. Et je dirais que c'est pas mal de là qui est née la passion pour faire ça. Parce qu'en allant directement chez les clients, c'est là qu'on s'est rendu compte quel besoin il y avait réellement. On voyait qu'une personne pouvait avoir besoin d'un produit, souvent imprimé, parce qu'il faisait appel à nous dans le domaine de l'imprimerie, mais il y avait aussi les objets promotionnels, il y avait aussi tout ce qui se voit sur le web, il y avait aussi leur véhicule à lettrer, il y avait aussi... Fait que là, je me disais, c'est plate de perdre un client qui pourrait... Tu sais, nous, on a déjà le logo, on a déjà tout en main pour développer toute son image. Qui puisse s'épanouir, puis profiter des meilleurs prix possibles. Et à travers tout ça, est-ce qu'il y a des... J'imagine que tu es inspiré par certains de tes clients que tu as eu à l'époque, peut-être où tu travaillais à l'autre boîte. J'ai commencé à travailler pour une boîte de courtage comme ça en impression à Montréal. Bien.
c'est sûr que les patrons que j'ai eus là étaient une source d'inspiration pour moi. Puis ça fait en sorte que moi, je me suis dit, quand eux se sont relocalisés sur la rive-sud de Montréal, malheureusement, je les ai pas suivis, mais ça fait en sorte que ça m'a donné le coup de me dire, ben go, c'est la le période moment est là. Ouais, c'est ça, les c'est planètes le temps, sont alignées pour faire le saut. Tout a une identité. Tu sais, je le dis souvent en blague, là, vraiment, le papier d'essuie-tout, il y a un design dedans et on le reconnaît. On reconnaît de quelle marque il est. Fait que ça fait partie du branding d'une entreprise. Fait que pour moi, c'est inconcevable qu'au fil du temps, les gens n'aient pas besoin d'impression. Fait que même si c'est sûr que des fois, c'est accessible, mais ça ne sera jamais aussi personnalisé que si on fait vraiment de A à Z avec l'entreprise. Voilà. Et c'est du cas par cas. Aussi, j'imagine, tu as des entreprises qui doivent te dire, comme première question, Marie-Soleil, par quoi on commence? Bien là, il faut que tu connaisses le client aussi. Comment ça se passe, une première rencontre avec un nouveau client? Bien, souvent, la façon de cibler le besoin de l'image corporative du client, c'est vraiment de déterminer à qui il veut parler. C'est qui son public. Une fois qu'on sait à qui il veut s'adresser, là, c'est facile de choisir le médium. C'est facile de choisir aussi le graphisme. Le design, qu'est-ce qu'il va avoir en arrière de ça. Parce que en publicité, tout est pensé, dans le fond, tout est... tout est réfléchi. Très, très c'est une ligne directrice, oui, souvent. Oui, c'est ça, exactement. Hein? Mais tu sais, quand on veut s'adresser à un public plus jeune, bien, on n'ira pas chercher le même visuel, ni les mêmes articles promotionnels ou le même design que quelqu'un qui a un tout autre public. Là. Et même le choix des textes, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Non, évidemment. Absolument pas. Et chaque projet est différent aussi. Ça aussi, ça aide. Il y a toujours une base de routine parce qu'on vient travailler à peu près aux mêmes heures. Mais ça doit être quelque chose qui te satisfait beaucoup. Un nouveau projet, c'est un nouveau défi avec ton équipe ici. Exactement, mais c'est ce qui fait que c'est pas routinier. C'est ce qui fait qu'on prend plaisir à travailler à tous les jours, à rentrer travailler le matin parce que tu dis... Oui, tu sais, chaque projet, il y a une espèce de structure de base qui se répète, mais reste que le projet va toujours être différent, là, notamment encore plus dans les projets promotionnels parce que là, c'est vraiment infini. On peut concevoir un produit vraiment de A à Z, quelque chose qui n'est pas sur le marché, ou prendre un produit qui est déjà sur le marché, qui est au client, mais qui n'a pas son identité dessus. Donc, des gens qui travaillent le bois, des gens qui travaillent, tu sais, c'est totalement infini. Là. Voilà. En terminant, on va dire aux gens qu'on peut venir chercher... Souvent, des clients viennent chercher leurs trucs ici, qu'ils te font produire, etc. Et là, souvent, surgissent d'autres idées en disant « Ah, je ne savais pas que vous faisiez des tasses, des calendriers, un paquet de trucs. » C'est à l'infini. Donc, ça, c'est une portion qui aide beaucoup. Le fait que les gens, de plus en plus, se déplacent ici. Oui. Bien, en fait, nous, on ne cherchait pas tant à avoir un pignon sur rue dans un centre-ville quelconque. Puis à Mirabel, c'est l'idéal pour ça. C'est une place où il n'y a pas de centre-ville, mais qu'il y a beaucoup de développement pareil. Parce que nous, on ne va pas faire affaire avec un particulier. On fait vraiment affaire avec du corporatif. Donc, à ce moment-là, être situé ici à l'aéroport de Mirabel, ça fait en sorte que les clients sont proches des autoroutes. C'est facile d'accès. Fait qu'ils viennent le chercher ici. Puis oui, c'est sûr que quand ils rentrent dans nos bureaux, ils découvrent, ils découvrent ce qui peut être fait d'autre que le produit qu'ils ont commandé. On leur offre un petit café, puis beaucoup d'attention. Oui, c'est excellent. Ben, Marie-Soleil, ça a été un plaisir. Bonne continuité. À très bientôt. Merci. Merci. Moi, j'aimerais savoir comment tu fais pour aller chercher tes clients. Bonne question. En fait, une des choses qui me démarque dans le milieu, en fait, c'est que je suis beaucoup impliquée. Je fais beaucoup d'implications dans ma communauté. Les gens entendent parler de moi et tout ça par rapport à ça. Fait que c'est sûr que le mot se passe, mais reste que les références, le bouche à oreille, participer à des activités de réseautage comme à la Chambre de commerce ou encore dans des groupes BNI, c'est là qu'il y a le plus grand bassin de clientèle qui vient de là. Important le réseautage. Important, effectivement, et l'implication. Et Daniel, on sait quelque chose également, c'est pas différent chez vous. Et on regarde d'ailleurs ce qu'on a réalisé pour vous comme reportage. On est en compagnie de M. Plamondon, de Mme Danielle Sorel, que vous avez vu autour de la table. Comment ça va? Ça va bien. Et toi, Nicolas? Bien, oui, ça va bien. Très heureux d'en apprendre davantage. Et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui au cours des prochaines minutes sur le groupe Sorel, évidemment. Oui. Une belle histoire et de belles histoires à la fois individuelles, mais aussi communes. Vous êtes
tous les deux des comptables de formation. Oui, effectivement. Là, j'ai hâte de vous entendre. Comment on arrive à bifurquer? Mais d'abord, par le commencement, ça se passait où à ce moment-là, Danielle? J'ai travaillé un petit peu comme dans une firme de comptable pendant quelques années et j'étais vraiment très malheureuse. Ah oui? Pourquoi? Il manquait beaucoup de côté humain. Je voulais aider les gens. Moi, j'avais un côté Mère Teresa un petit peu, je pense. Puis, j'aimais les affaires, les chiffres, la présentation des chiffres et tout ça. Non, c'est assez impersonnel, hein? C'est assez fort. Et j'ai même pensé retourner à l'école pour devenir psychologue. Et puis au même moment, j'ai trouvé une petite annonce dans les journaux un syndic de faillite qui demandait un comptable agréé, alors adjoint. J'ai été engagée en 6 minutes. Alors, ça a cliqué rapidement. Ça a cliqué rapidement. Et puis, j'ai commencé mon cours de syndic de faillite à ce moment-là. Et au bout de 3 ans, je suis devenue syndic. C'est 3 ans de formation supplémentaire. Quand même, oui. Ça demande énormément de rigueur. Oui. Puis, le parcours était similaire aussi, donc comme comptable à l'origine? Comptable, c'est ça. Les chiffres, moi, ça m'a toujours attiré. J'étais bon là-dedans. Donc, je performais à l'école au niveau des chiffres. Fait que j'ai été dans le courtier d'assurance pendant 7-8 ans. Et puis, jusqu'au beau jour, nos chemins se sont croisés. Puis, une opportunité s'est présentée de partir à notre compte. Et ça, c'est extraordinaire. Le jour J. Comment on le vit, le jour J, quand c'est le temps, là, parce qu'on entend toutes sortes de témoignages à l'émission, puis là, j'ai hâte de vous entendre tous les deux. Oui, le jour J, le déclic, c'est drôle. J'étais enceinte de 8 mois. Je travaillais au centre-ville de Montréal, dans une firme comptable, à titre de syndic de faillite. Et là, il y a eu comme 3 tempêtes de neige. Donc, de Blainville à centre-ville de Montréal. Donc, c'était du 5 heures par jour. Donc, 2-3 heures le matin, 2-3 heures le soir, enceinte de 8 mois. Là, je me suis dit, c'est un signe, Daniel. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça avec un bébé. Tu peux pas. C'est impossible, Blainville. Ça fonctionne pas. Donc, j'ai dit, il faut que je parte à mon compte. C'est le moment, c'est le signe. Je suis très, très à l'affût des signes de la vie. J'ai une intuition phénoménale. On m'appelle la sorcière souvent. Mes clients me trouvent assez sorcière parce que des fois, je les oriente dans leur carrière ou dans les études. Et ça aboutit effectivement comme je pense. Elle a un bon flair. Ah ben c'est ça, j'allais dire, c'est la valeur ajoutée. L'approche humaine, c'est important. Puis à travers vos bagages respectifs, c'est pas étonnant parce d'entendre ça. En ouvrant le bureau, on a décidé de se spécialiser seulement dans les problèmes de dette de particuliers. De particuliers, c'est ça. Donc, je voulais vraiment le côté humain. Je voulais plus les entreprises avec toute les avocats, les banquiers, tout ça. Je voulais vraiment aider les gens. C'était ça qui me motivait. C'était ça qui était mon grand plaisir. Écouter les gens. Leur faire une psychothérapie flash. Je fais ça à la journée longue. C'est ça mon grand bonheur. C'est pas juste de signer les papiers. C'est bien de régler des dettes. Mais ce qui me motive, c'est quand je les vois extrêmement dépressifs, pour ne pas dire des fois suicidaires. Et puis ils sortent avec 100 livres de moins juste parce que j'ai réglé leurs dettes ou j'ai trouvé une solution. On fait beaucoup d'ententes. On se spécialise dans les ententes. Donc, avant de faire faillite, c'est encore. Oui, parce qu'il y a d'autres options aussi. Tout à fait. Mais quand je vois les gens sortir, puis ils pleurent plus, ils sont de bonne humeur, ils ont un gros sourire, puis je les revois un mois plus tard. Ils semblent beaucoup plus légers, ils dorment mieux. Là, c'est on entend les commentaires par la suite. Ben justement. Parce que je revois les gens 2 fois par la suite, une fois qu'ils ont signé. Pour les gens qui sont à la maison en ce moment, qui nous regardent, qui disent, j'aimerais ça au moins aller m'informer. Il y a moyen de faire ça, de s'asseoir? Ben oui, c'est gratuit. Prendre des décisions. On offre 1 heure gratuitement avec les clients à les rencontrer. Puis, ici, principalement, c'est moi qui rencontre les clients. À l'occasion, ça peut être Stéphane. Stéphane est principalement au téléphone. Va donner une première évaluation au téléphone. Puis s'occupe de la comptabilité, de la gestion du bureau. Et moi, je m'occupe des entrevues. On a une adjointe qui s'occupe aussi de toute la gestion des dossiers. On a plusieurs centaines de dossiers, donc c'est beaucoup de paperasse. Ben voilà. Et on a notre petit hobby quelque part. Qu'on doit voir. Qui est un autre, parce que on sait que les gens qui arrivent ici sont, c'est sûr, c'est des situations très
stressante, stressante Ben pour oui. les gens. Puis là, les gens arrivent, c'est sûr, stressés. Ben, je comprends. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont avec tout ça. Ouais. Et puis, par contre, c'est ça, on a une nouvelle approche un peu de zoothérapie avec... Et ça marche, c'est Et ça marche. extraordinaire. Les gens, Ça ils- fonctionne. wow, Ben on oui. sent- Les gens après ça, rentrent- et la façon, c'est plus facile après ça de C'est- faire l'approche avec les clients pour Ils sont trouver plus des ouverts, problèmes. ils Ils sont sont- plus ils- ouverts. Ah oui, Ils hein. écoutent craintifs. plus les solutions. Puis tantôt, on parlait de Ben oui. la question des solutions. Tout à Nous, on fait. se spécialise ici vraiment dans la proposition de consommateur. OK. Tout le monde me demande c'est quoi ça. C'est quoi, On- Daniel, la proposition En fait, la proposition, c'est qu'on fait une entente avec les créanciers OK. qui vise à rembourser les dettes en un seul paiement mensuel selon la capacité de payer de la personne. Donc, on peut parfois réduire le montant qui est dû au total. C'est certain qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, ce programme-là, c'est le gouvernement qui le met en place bon? et c'est géré par des syndics et des administrateurs. On est aussi administrateur de propositions. Ben, c'est fort intéressant, puis c'est trop court. Parce Oui. que moi, Je pourrais en parler toute la journée. Ben oui, moi non plus, je suis quelqu'un avec vous autres. Ça se passe tellement bien. Merci beaucoup. Puis on invite les gens à aller faire Ça un me fait tour plaisir. sur le site chorel.ca, tout simplement. Chorel.ca. Alors, Pour tous les on détails. vous attend, tout le monde. Certainement. Certainement. Ça fait plaisir. Puis venez faire un tour. Puis venez voir le toutou aussi. Oui, Toby vous dodo. attend. Toby qui est là. T'es en train de prendre des forces. Au tour d'Alain de poser sa question à Daniel maintenant. Moi, je voudrais savoir, là, les âges de ta clientèle, c'est quoi les âges les plus Ouais. fréquents? Ma clientèle, c'est vraiment spécifique. C'est étonnamment les 50 ans et plus. J'ai une très grosse clientèle dans les 60 ans, 65 ans et même plus. Ça va jusqu'à 90 ans, facile. Ah oui? L'endettement chez les personnes âgées et les pré-retraités est assez important. On parle souvent de 50 000 de carte de crédit. Ils ont régulièrement une maison avec une hypothèque, mais la banque hésite à réhypothéquer à Compte tenu cause de l'âge. Justement, oui. Et donc, ce qui fait qu'ils veulent pas vendre la maison et on peut faire une proposition donc à ces gens-là. Les plus jeunes, ben ils se disent qu'il y a encore du temps, donc ils veulent pas perdre le crédit, ils veulent pas, ils continuent à s'endetter jusqu'à 50 ans. Donc, c'est le gros de ma clientèle, 50 ans et plus. Il y a une bonne nouvelle, les amis, avec tout ça, c'est qu'on vit de plus en plus vieux au Québec. La mauvaise, c'est que ça prend des sous. quelque part. Oui, et le gouvernement n'est pas très généreux. Et là, Daniel est là. Et il vient nous Ouais. aider. Marie-Soleil est inspirée par une question également à son tour pour Daniel. Oui, en fait, moi, je dirais à quel montant on peut considérer l'importance de faire une proposition? Une proposition, dans le fond, ça se fait, je vous dirais, à partir de 8 000 de dette environ. Il n'y a pas de... Le montant légal, c'est 1 000 mais on ne pourra jamais faire une proposition aux créanciers Ouais, pour un j'imagine. si petit montant. Mais je vous dirais que la moyenne des gens, c'est environ 30 000 de carte de crédit. Mais ça dépend, dans le fond, du revenu de la personne. Si le revenu de la personne est 15 000 par année, un endettement de 8 000 est mission impossible à rembourser. Donc, l'administrateur de proposition, parce que là, on n'a pas le chapeau de syndic. On a un chapeau d'administrateur. On se fait souvent une image des créanciers, hein, comme des chiens de garde. Oui. Oh, oui. Hein, quand on va dire comme ça poliment, le fessier est en danger. Donc, on court, on a l'impression Ouais. que le chien de garde s'en vient. Oui. Hein? Les gens font du surplace. Oui. Paye. Le ça. sol ne descend jamais, Ben voilà. puis ils viennent épuiser. Donc, au moins, avec la proposition, ils ne payent que du capital. Bon. Aucun intérêt. Excellent. Alors, Et là, c'est ça. ben, si vous voulez que votre chien soit bien dressé contre les créanciers, mais il y a une solution. Notre ami Alain, qui en a fait une profession, Oui. il y a plusieurs années, on dit que les pommes ne tombent pas loin des pommiers, c'est vrai. Non. Et on a réalisé tout un reportage. Vous allez adorer Alain, bien sûr, qui est sympathique comme tout, mais aussi son environnement immédiat. On regarde ça. On est au Centre professionnel Canin et c'est Alain Jourdanet qui nous reçoit. Bonjour Alain. Merci. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Un environnement qu'on adore. On adore les chiens et c'est une passion que vous avez depuis que vous êtes comme ça. Depuis que je suis tout petit, oui. Oui. Il y a une communication indéniable entre l'homme et le pitou. Il s'agit de savoir quoi faire, évidemment, puis à travers les années, vous avez baigné dedans, comme on dit. Faut que Tout à tu sois dans le milieu puis développer des trucs. On en apprend toujours. Tout J'en le apprends encore. Ah oui, hein? Ouais. C'est ça. Racontez-moi,
Donc, les premières années comme entraîneur, comment ça s'est passé? Ah, ben j'ai commencé pas comme entraîneur. OK. J'ai commencé à travailler dans un centre canin, OK. à faire du ménage, ramasser du caca, puis nourrir les animaux. Ça passe par là. Tu vas apprendre les chiens, tu vas apprendre à les lire, ça fait partie du travail. Oui, ça vient avec. Ça fait partie du travail, puis ton apprentissage va être beaucoup plus rapide que juste entraîner des chiens. À quel moment vous êtes dit, là, je veux vraiment devenir entraîneur? Ben, ça a commencé où ce que je travaillais au centre canin, là, puis je regardais les entraîneurs travailler le chien, puis vu que c'était un petit peu en campagne, bien, le du midi, j'emmenais mon lunch, j'aidais les gars, puis je me suis pris un chien, je le laissais au chenil, parce que je restais en appartement à ce moment-là. Puis j'ai commencé tranquillement, pas vite, à entraîner des chiens, puis le patron, à un moment donné, il a dit « Oups, du potentiel. » Pendant un meeting, il s'est servi de moi pour motiver ses hommes. OK. Il a dit « Regardez le jeune, là, il dit, il travaille aussi bien que vous autres, puis c'est pas son métier. » Fait que c'est tranquillement, pas vite, là, que... OK, puis après ça, j'ai suivi des formations pour devenir maître chien puis ces choses-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend dans les formations, justement? La base, surtout, c'est d'être capable de... La première chose, lire un chien, faire une évaluation de son caractère. OK. Faire une évaluation, parce que des fois, les gens arrivent ici, je veux que mon chien fasse ça, je veux que mon chien fasse ça. Oui. Évalue le chien, là. C'est comme, il faut travailler. Ouais. Les gens pensent que c'est juste s'amuser, là. C'est travailler. Mais où est-ce que ta récompense à toi, c'est de prendre un chien qui est difficile, puis tu as des très bons résultats, puis tu arrives à tes fins, puis le chien est heureux de travailler. Ah oui. Là, c'est ta paye, ça. Bien, j'imagine. C'est ta paye. C'est la plus belle des satisfactions, aucun doute là-dessus. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Quand les gens là, qui sont à l'écoute viennent vous voir ici avec vos 30 ou presque 40 ans même d'expérience. 40 ans, oui. Souvent, maintenant, on est dans la période des chiens rois au lieu des enfants rois. Ah, ça existe, ça, comme les enfants rois. Ça existe, ça. Ça veut dire que le pitou prend toute la place. Et l'expression maître, élève, inversée peut-être? Vous savez, là, surtout les petites races, tu vois ça dans les petites races, là. Ah oui? Quand le chien fait plus de millage dans les bras de son maître dans la première année qu'il en fait par terre, là. Ah, OK. Ça devient... ça, c'est problématique. OK. Ouais. Il y a la cage aussi à la première année. Ça c'est important. Ça fait partie de la base? Ça fait partie de la base. Vous savez, des fois, les gens disent « Mon chien, je pense qu'on va le mettre dans une cage. Je ne vais pas mettre mon chien en prison. » Mais ils vont élever un enfant dans une basinette. Ils vont élever un enfant dans un petit parc parce qu'ils n'ont pas le temps de le surveiller pour pas qu'il se blesse. Mais ils ne feront pas ça, le chien. Quand on y pense, c'est... Oui, il y a matière à réflexion. La cage, c'est pas une punition. C'est sa maison, c'est sa petite maison, sa chambre à coucher. Et la porte demeure ouverte. Laisse la porte ouverte. C'est sûr qu'il va vous faire une petite crise, comme un enfant dans sa basinette, dans son petit parc. Mais après 2-3 jours, laissez la porte ouverte, vous allez voir, il va rentrer tout seul dans sa cage pour aller se reposer après avoir fait quand il est épuisé. Sinon, vous lui direz, à tes 18 ans, quand tu seras adulte, tu feras ce que tu veux. Pour l'instant, t'es sous mon toit. C'est une opération. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux, justement, on le disait, la satisfaction entre un client, par exemple, qui arrive et qui vient porter son toutou, le dressage, dont on voit les images. C'est sûr que le client, au point de vue business, comme vous voulez, le commerce, tu es content quand le client est content. Ouais. Mais c'est les résultats que tu as qu'un chien qui était au début à problème, puis qu'aujourd'hui, le chien est heureux de respecter, d'écouter. Là, parce que c'est sûr, c'est comme à l'école, tu as des contraintes, tu as des sommes, mais à un moment donné, le chien, il ne faut pas que le chien dise « si je me trompe, on me fait chicaner ». Non, pas du tout. Il faut qu'il dise « quand je fais, qu'est-ce qu'il me demande, c'est tout plaisant ». Exactement. Mais il y a certains chiens qui vont passer par la période « oh, maudit, j'ai ça, je suis aussi bien de le faire. » là. Mais à un moment donné, c'est la qualité de l'éducateur qui va faire, qui va l'amener du côté positif. Comment ça se passe au jour J? Quelqu'un qui vient, par exemple, porter son pitou ici, Alain? La première chose à faire, on s'assied avec le client. OK. J'ai des rapports pour faire des évaluations. Il y a un petit questionnaire. Là, je dis toujours aux gens, quand ils m'appellent pour l'évaluation, prenez en note les choses que vous voulez corriger, les choses que vous voulez améliorer sur l'animal. Bien ça. OK. Puis après ça, moi, j'ai mon petit questionnaire. Parce que les gens, ils n'oublient un peu. Quelle réaction qu'il y a en auto, quand vous rencontrez d'autres chiens, si vous rencontrez un chat, quand les gens arrivent. OK. Ils mangent des choses à la maison.
Quand vous le mettez libre dans la cour, le rappel, est-ce qu'il est bon? Toutes ces choses-là. Là. Après ça, je vais faire une évaluation. On va faire quelques petits tests, si vous voulez, avec le maître présent. Suite à ça, je vais amener le chien dans la salle, sans son maître. D'accord. Si on compare ça aux humains, là, un enfant à côté de papa et maman, puis un enfant dans la cour d'école, c'est pas pareil. Ça, j'allais dire. Là, le parallèle là, est c'est intéressant. ça qu'on va vérifier. C'est là que ça va me dire, on est-tu mieux de le faire en cours privé? OK. On est-tu mieux de le faire en pension de dressage? Vous savez, c'est comme les humains. Hein? On peut pas tout faire dans la vie. Là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec l'enfant, jusqu'à un certain point. Un chien adulte, ça a la mentalité d'un enfant de 3-4 ans. Donc, ça peut nous manipuler aussi. On est capable de lire pas mal le potentiel. Qu'est-ce que tu as fait? Il répond pas, mais c'est juste. C'est ça. Donc, pension, dressage. Pension, dressage, vente de chiots, vente de chiens entraînés, service de toilettage. Bien. Nourriture accessoire pour chiens seulement. Pour chiens seulement, évidemment. J'ai un petit peu pour chat, là, de nourriture puis de la litière, là, mais c'est pour accommoder mes clients parce que une chose, vous y avoir des conseils, je ne connais pas ça. On ne dresse pas les chats. Non. Désolé. Hein? Non. On vous répondra la prochaine fois. Merci d'avoir été avec nous à Histoire de succès. Ça me fait plaisir. J'aimerais ça que tu m'expliques les chiens, à partir de quel âge qui est le meilleur âge pour, dans le fond, faire leur apprentissage? Est-ce que trop bébé, c'est peut-être pas pertinent? Ou pour un chiot, généralement, les gens ils vont adopter un chien à l'âge d'environ 2 mois. Oui. À 2 mois, c'est les maîtres que tu éduques. À 2 mois, c'est bien important. On appelle ça un cours de maternelle. Là. Oui. Mais c'est pour les maîtres. OK. Les techniques, le mettre propre. Un chien, c'est propre naturel. Il faut juste savoir être capable de le lire. C'est le défaut des gens un peu. Ils pensent humain au lieu de penser chien. C'est ça qu'on leur enseigne. Un vrai dressage, généralement, pas beaucoup avant 4-5 mois. Là. Fait que trop vieux, c'est pas bon. Là. Si on amène un chien de 4 ans, c'est un défi. On pense aux humains. Parce qu'au 40 ans passés, on n'est plus capable d'apprendre. Oui. Donc, le chien, il n'y a pas nécessairement d'âge limite. C'est l'investissement des gens. Là. Quand ton chien est rendu à 7-8 ans, là, mais à 3-4 ans, il n'y a aucun problème. Jamais trop tard. Il y a de l'espoir. Oui. On va d'ailleurs, puisqu'on est au dernier tour de table, les amis, on va y aller de vos sites web respectifs. D'abord, Alain. C'est infochien.com. Infochien.com. Rien de plus, Oui. rien Puis de on plus a une simple. page Facebook, Centre professionnel Connect. Très bien. Tous les détails là-dessus, pour ceux et celles qui veulent avoir justement d'autres précisions, il y a un numéro de téléphone qui est greffé à ça. Oui. Marie-Soleil, même chose pour Impression Prestige, le site web. En fait, c'est le www.impression au singulier prestige.com où on a également une page Facebook très, très active. Bien. Oui. Prend de l'ampleur également. Exactement. On aime ça. Oui. On agrandit la famille. Même chose pour Daniel, évidemment. Mon site, c'est le www.chorel.ca, CHOREL. Bien, tout simplement, là aussi pour avoir tous les détails. Bien, merci beaucoup à vous trois. Salutations Merci à vos beaucoup. équipes respectives également. Merci d'avoir fait Histoire de succès ce matin. Merci. Et à Ça fait très plaisir. bientôt. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.